Un entrepreneur libre paye pour des outils, il paye pour un savoir-faire, il paye pour de la main-d'œuvre, mais jamais pour de la motivation. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui est pérenne, elle existe maintenant depuis bientôt une dizaine d'années, une entreprise qui est rentable et surtout une entreprise qui me permet d'avoir une visibilité sur nos finances dans le proche et dans le plus lointain futur. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2012, lorsque j'ai commencé à préparer mon voyage autour du monde avec ma compagne Cécile, j'étais un peu sur mon nuage parce que je venais de réaliser le plus grand lancement orchestré de mon secteur du marketing internet en francophonie. Et donc, j'étais convaincu que cette vague de vente que j'avais générée un peu plus tôt dans l'année allait me permettre facilement de gérer suffisamment de trésorerie pour rester à flot pendant mon voyage, et ce, même si je ne travaillais pas du tout pendant les 6 mois de mon travail. Malheureusement, peu de temps avant le début de notre voyage, je me retrouvais aux États-Unis dans une rencontre avec mon mastermind. Donc un mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs qui échangent régulièrement sur où est-ce qu'on en est, les stratégies pour avancer. Et j'ai reçu la question d'un des membres du groupe, tout simple, c'est alors, comment ça va les finances depuis ton dernier lancement? Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit document, un petit récapitulatif pour pouvoir répondre à cette question. Donc, mon idée était toute simple. J'allais regarder un petit peu par rapport au nombre de clients que j'avais, regarder aussi par rapport à combien de finances on avait de côté suite à ce lancement. Puisqu'en général, quand on vient de faire un lancement orchestré pour un nouveau produit ou service, on a un afflux de trésorerie qui est important. Mon tout premier lancement orchestré, quand je dirigeais mon activité de coaching amoureux, m'avait permis de générer 16 000 € en une journée. Donc, je rechargeais toute la journée mon compte PayPal pour voir entrer les nouvelles commandes. 25 000 € en une semaine. Mon premier lancement orchestré en tant que le marketeur français, donc pour vendre une de mes formations, m'avait généré 150 000 € de trésorerie. Je me suis retrouvé début 2011 comme ça avec 150 000 € sur un de mes comptes comme ça à la Société Générale. J'ai fait une capture d'écran en disant « je suis millionnaire en francs ». J'étais tout content. Et donc là, comme en 2012, je venais de générer un lancement qui était nettement supérieur à celui que j'avais fait au tout début en 2010, mais nettement supérieur, je me disais, mais là, je dois être en train de nager, de me noyer dans l'argent, clairement. Et donc, mon plan, c'était d'aller voir sur la banque, regarder combien on avait et imaginer quel tsunami supplémentaire de trésorerie j'allais pas tarder à recevoir. Quelle n'a pas été ma déception de constater que ce tsunami de trésorerie était plutôt un désert du Sahara de trésorerie et qu'en fait, bizarrement, il n'y avait pas tant d'argent que ça sur le compte. Donc, je suis retourné à mon mastermind, j'aurais dit, écoutez, c'est bizarre, je sais pas, je viens de faire le lancement et tout, mais il n'y a pas tant de sous que ça en fait en banque. Bon. Et là, j'ai pris un peu la douche froide parce que parmi les personnes qui étaient présentes dans la salle, donc il y avait Jeff, c'était un mastermind organisé par l'expert marketing américain Jeff Walker. Et donc il y avait une trentaine de personnes autour de la table en U comme ça. Et c'est un peu la douche froide parce que j'ai reçu quelques commentaires, notamment 2 phrases qui m'ont marqué. Une phrase d'un consultant, il s'appelle Ridgely, qui m'a dit « Écoute Sébastien, tu as l'intention de partir faire le tour du monde sans connaître tes chiffres. Moi, je ne vais même pas aux toilettes sans connaître mes chiffres. Je connais mes chiffres, mais tout le temps. Je sais où j'en suis de trésorerie, où j'en suis de mes ventes, où j'en suis du nombre de prospects qui se sont inscrits aujourd'hui. Et toi, en fait, tu sais rien et tu es un peu complètement dans le noir. En général, quand on est dans le noir, on est sur le point de percuter un iceberg. Donc déjà, ça m'a calmé. Deuxième commentaire, ça a été celui de Don Crowther. Don Crowther est expert en médias sociaux et donc quelqu'un de très connu là-bas. Et lui, quand ça a été son tour de prendre le micro, il a dit Sébastien, écoute, je pense que tu vas nous envoyer un email depuis l'Afrique du Sud au milieu de ton voyage autour du monde disant j'ai déclaré faillite. Si tu ne redresses pas la barre tout de suite. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Je dis ok, mais en fait, effectivement, j'y connais rien
aux finances de mon entreprise. Je sais faire le marketing, je sais vendre le produit, je sais enseigner le marketing et enseigner comment vendre les produits. Mais une fois que le produit est vendu et que la formation est donnée et que l'argent est rentré, en fait, à ce stade, je n'y connaissais mais absolument rien, en fait, à l'argent même. Et comment faire pour le garder, comment faire pour l'investir, comment faire pour le faire grandir, et pas juste le faire disparaître. Le dépenser, ça je savais, je maîtrisais bien le sujet, mais je ne savais même pas où allait l'argent. Et s'il y a deux questions graves, dont il est grave de ne pas connaître la réponse, la première c'est ne pas savoir d'où vient l'argent. Et ça m'est aussi arrivé dans mon parcours d'entrepreneur de ne pas savoir quel produit ou service en fait génère du bénéfice et quel produit ou service nous fait perdre du temps et de l'énergie. Donc si vous ne savez pas d'où vient l'argent, vous avez des problèmes. Et ne pas savoir où va l'argent, c'est encore pire parce que ça veut dire que vous avez un panier percé, vous ne savez pas où sont les trous, vous ne pouvez même pas essayer d'écoper dans le bateau pour surnager si vous ne savez pas où sont les trous dans la coque, quoi. Et heureusement, dans cette rencontre, j'avais la chance justement d'être dans ce groupe et on m'a donc recommandé de discuter avec certaines personnes qui étaient présentes à l'événement et qui étaient experts de la question. J'ai donc eu la chance de discuter avec 3 personnes. 3 consultants avec des expertises très différentes et qui m'ont chacun appris quelque chose de différent dont j'avais besoin pour pouvoir devenir un entrepreneur libre et pouvoir partir faire le tour du monde en étant serein et pas en étant dans le vide absolu et sur le point de faire ma boîte couler. La première personne avec qui j'ai discuté, je ne me souviendrai pas exactement de son prénom, de toute façon je ne voudrais pas citer son nom exact. C'est un consultant qui m'a dit « Écoute Sébastien, ta difficulté là, c'est surtout une difficulté d'organisation pour pouvoir mettre en place des solutions et de mindset. Donc ce que je vais te proposer, c'est que tu t'inscrives pour une sorte de consulting et de coaching et on discute comme ça tous les mois à mesure que tu redresses la situation pour faire le plan de ce que tu dois faire par la suite pendant le mois qui vient, pour faire le bilan de où tu en es et pour t'aider à redresser la barre. » J'ai dit ok, j'ai pris sa carte de visite, mais tout de suite, après cette conversation, ça m'a laissé une sorte de goût amer en bouche pour 2 raisons. La première, c'est si vous êtes un consultant et que vous essayez de vendre votre consulting, le seul moyen de vendre efficacement du consulting, c'est de donner la valeur en avance. Cette personne m'avait donné 0 valeur et juste essayer de me vendre son truc direct. Tu as un problème, tu as besoin d'un truc, je vais direct te vendre mon consulting / coaching. Et je me suis rendu compte en fait, du coup j'ai aucune preuve que le mec sait de quoi il parle, qu'il y a de la substance derrière. Et la deuxième, je me suis rendu compte que même quand je reprenais mes notes de tout ce qu'il m'avait dit et ce qu'il proposait de faire, je me suis rendu compte qu'effectivement, en termes de substance, il y avait un problème. Ce qu'il me proposait, en fait, c'était du coaching généraliste. Hein. C'est-à-dire, il me proposait de se voir pour discuter de la situation et discuter de ce que je vais faire, mais il n'avait pas d'outils, de framework, il n'avait pas de process à mettre en place, il n'avait pas une expérience spécifique pour des entreprises de mon genre qui avaient des difficultés comme la mienne. Il avait juste un savoir-faire, on va dire, générique de coach. Et c'est là que j'ai pris une décision qui m'a servi après, et qui je pense me servira toute ma vie. J'ai pris la décision suivante qui est je refuse de payer pour de la motivation. J'accepte de payer pour de l'expertise, j'accepte de payer pour des méthodes, j'accepte de payer pour du savoir-faire, j'accepte de payer aussi même pour de la main-d'œuvre. Donc, que quelqu'un me donne la méthode pour que je fasse moi-même, il n'y a pas de souci. Que quelqu'un me dise qu'il a la méthode et qu'il va faire et mettre en place, il n'y a pas de souci. Mais payer quelqu'un pour que cette personne m'aide, moi, à faire ce dont j'ai déjà, moi, la méthode en moi-même, c'est la façon la plus simple de gaspiller de l'argent, en fait. Payer pour être motivé, ça veut dire qu'on a un problème plus profond derrière, quoi. Vous savez quoi, si vous savez quoi faire, vous n'êtes pas en train de le faire, c'est sur ça qu'il faut travailler, en fait. Pas avoir un coach qui vous dise « Bon, ben, tu sais quoi, fais ce que tu sais que tu dois faire. » Non. Donc, première décision, je ne paierai jamais pour la motivation. Ensuite, j'ai interagi donc avec les 2 autres. Le premier, c'est donc des 2 autres qui m'ont aidé, finalement, pour de vrai. C'était Gareth Carrera et c'est un gars dont la spécialité, c'est d'aider les boîtes à
voir leurs finances. Et en fait, ce qu'il a fait, il a ouvert son ordi et m'a dit, écoute Sébastien, je vais te montrer un exemple réel. Regarde cette feuille Excel. C'est un document immense. Il m'a dit, c'est assez simple. Ça te montre les 52 prochaines semaines d'un groupe d'entreprises. Il s'agit d'un groupe, pas un groupe pharmaceutique qui font des produits médicaux, mais un groupe pharmaceutique, c'est-à-dire un groupe de 10 pharmacies. Elle m'a dit, écoute, regarde, je t'explique, chaque ligne correspond à une pharmacie, chaque colonne c'est une semaine dans les 52 prochaines semaines, et si tu observes bien, tu vas te rendre compte que le groupe, dans l'ensemble, est rentable. Il me montre les chiffres, il me montre, et je dis effectivement, en fait, ça se voit que sur les 10 pharmacies, il y en a 9 qui font rentrer de l'argent, mais bien, qui ont une trésorerie positive et qui sont rentables. Mais en fait, sur les 10 pharmacies, il y en a une qui, en ce moment, est en train de saigner de l'argent par tous les pores de la peau. C'est de l'hémorragie complète de cash. Et en fait, sur le groupe entier, ils ont une seule de leurs 10 pharmacies qui est clairement en difficulté. Mais en fait, cette pharmacie, à elle seule, à cause de ces problèmes de trésorerie, pas à cause de la rentabilité, mais à cause de la trésorerie. C'est-à-dire, le groupe continue de gagner de l'argent en théorie, mais comme la pharmacie qui a des problèmes perd de l'argent en ce moment, là, tout de suite, peut-être pas toute l'année, mais là, maintenant, ils sont en train de perdre de l'argent tellement vite que ça risque de couler tout le groupe avant que le bénéfice se matérialise plus tard. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de gagner 1 million d'euros par an, et si au début, si là, maintenant, entre maintenant et les 4 prochains mois, vous devez sortir tellement d'argent pour financer cette unique pharmacie qui perd de l'argent que la banque ne va pas vous suivre et la boîte va devoir déclarer faillite avant que vous soyez payé de vos profits que vous devriez générer plus tard dans l'année. Et quand il m'a montré ça, il m'a dit, écoute Sébastien, ce que tu dois retenir de ça, et ce que j'ai retenu, c'est très clair, tu dois savoir en fait quelle est la saisonnalité de ton entreprise, à quel moment l'argent rentre, quel est le décalage entre le moment où tu sors l'argent et le moment où l'argent rentre, parce que si tu ne sais pas cela, si tu n'as pas ce prévisionnel, tu vas droit dans le mur. Et donc, on a fait ensemble mon prévisionnel. Quand on a fait le début, je dis, mais regarde, là, sur les 2 prochaines semaines, ça va, on encaisse plus d'argent qu'on en sort. Il m'a dit, mais un prévisionnel de 2 semaines, ça ne sert à rien. On a continué à le faire, et là, je m'aperçois, mais dans 6 semaines, on sera dans le rouge le plus absolu. On sera, je pense que c'était l'ordre de grandeur de 100 000 euros de découvert, ce qui est quand même un bon gros découvert. Hein. Même quand on a une bonne relation avec la banque, j'avais un découvert autorisé de 15 000 euros quand même. Mais on était bien en dessous. Et il m'a dit, voilà, maintenant au moins tu sais ta fenêtre de temps sur laquelle tu dois redresser la barre en fait. Là, tu as 6 semaines pour sauver la baraque en fait. Et donc ça a été une grosse révélation. L'importance de connaître la saisonnalité des affaires, connaître le timing des entrées et des sorties afin de pouvoir les gérer sans se retrouver sur la paille. Et la deuxième conversation, ça a été avec Annie Pratt, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, et qui est en fait, son expertise à elle, elle est PDG intérimaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire CEO for Hire en anglais. C'est des gens qui arrivent, vous avez une boîte qui fait, donc elle, sa spécialité, c'était des boîtes entre 10 millions et 75 millions de chiffre d'affaires par an, mais qui ont des difficultés. Et donc on fait appel à elle, elle vient, elle prend le poste de PDG, elle sauve la boîte, elle réorganise à quels produits on va vendre, à qui on va s'adresser, etc. Et tout. Elle forme l'équipe en place, elle forme un remplaçant, et une fois que la boîte est redressée, elle met un autre PDG à sa place et elle s'en va comme Lucky Luke dans Le Sauver les couchants en ayant sauvé la situation. Elle a fait ça en fait pendant toute sa carrière en fait, dans des dizaines d'entreprises. Et donc du coup, elle m'a montré en fait qu'est-ce que je devrais recevoir comme information du comptable, qu'est-ce que je dois savoir et comprendre sur le plan financier de l'entreprise, de comment est-ce qu'on fait rentrer du profit, où est-ce qu'on est en train de perdre de l'argent, qu'est-ce que c'est que les payables et les recevables, en français, ça a des noms différents, mais du coup j'ai appris tout ça en anglais, la balance AG, on appelle ça, et le fichier donc, de vos créanciers. J'ai appris tous les concepts en anglais, hein, du coup. Hein, et donc, le fait que si vous payez les fournisseurs en avance avant qu'ils vous fournissent le service, mais que vous encaissez vos ventes après que les clients aient reçu vos services à vous, vous avez un gros problème financier. Et donc, que le but, évidemment, c'est d'arriver à faire l'inverse, c'est-à-dire que vos clients vous payent avant que vous fassiez le service.
Donc si vous êtes prestataire par exemple, on vous paye ou on vous paye une avance avant que le service ait lieu et que vos fournisseurs vous les payez après qu'ils aient fait le service, de façon à essayer de réduire l'écart entre le moment où l'argent sort et l'argent rentre, et si possible faire que ça soit synchro, et même si possible faire que l'argent rentre avant de sortir, ce qui fait que vous êtes en avance de trésorerie. Et ça, je l'ai appris dans cette interaction. Ça m'a sauvé. Si je n'avais pas participé à ce mastermind à 3 mois de partir faire mon tour du monde, j'aurais effectivement peut-être déclaré faillite depuis l'Afrique du Sud. Et si je n'avais pas appris cette leçon aussi de je ne payerais pas pour de la motivation, mais j'aurais sûrement gaspillé de l'argent en fait à payer quelqu'un juste pour me dire tu sais quoi faire, fais-le. Ce qui je pense est un gâchis d'argent. Et quand on est dans une situation difficile, gâcher de l'argent, c'est pas utile. Dépenser de l'argent et investir de l'argent, c'est utile si on le fait dans les bons outils, dans la formation dont on a besoin pour comprendre comment faire. Et par exemple, j'ai des personnes qui rejoignent ma formation à la machine à vendre et qui disent mais voilà, notre boîte était dans des difficultés. J'ai reçu un témoignage l'autre jour, un centre de CrossFit, il disait voilà, on ne savait pas comment faire, on était dans des difficultés financières, on a été obligé de faire un prêt à la banque pour renflouer un peu la boîte. Et ils ont quand même investi de cet argent qu'ils avaient en petite quantité pour se former, pour apprendre à faire le marketing. Et c'est en apprenant à faire le marketing qu'ils ont sauvé la boîte. Ça, c'est pertinent. Par contre, si au lieu de donner de la formation, je donnais que comme conseil, faites ce que vous savez déjà faire, ça serait du gaspillage. Et pour moi, ce n'est pas ce qu'on veut faire quand on est entrepreneur libre et qu'on veut être pérenne financièrement.